Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Société québécoise de phytotechnologie. Les gens commencent à arriver en salle, donc on va les accueillir au fur et à mesure. On va commencer quand même la présentation si on veut finir quand même assez tôt. Alors, bienvenue à ce nouveau webinaire de la Société québécoise de phytotechnologie, la SQP pour les plus intimes, qui porte sur le choix des végétaux pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Je me présente, mon nom est Christian Dufresne, je suis agronome, enseignant et administrateur de la SQP. Je vous souhaite la bienvenue au nom de tous mes collègues aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la SQP, nous sommes une société à but non lucratif et notre mission première est de promouvoir l'utilisation des phytotechnologies. Nos activités sont basées exclusivement sur le travail du conseil d'administration qui est entièrement bénévole. La SQP organise à chaque année un colloque, des visites de sites et maintenant aussi des webinaires. On produit aussi des fiches techniques, on offre des bourses aux étudiants du domaine et des prix d'excellence pour des projets de phytotechnologie exemplaires. Pour en savoir plus sur notre mission, nos activités ou pour obtenir plus d'informations sur les phytotechnologies, je vous invite fortement à visiter notre site web au www.phytotechno.com et à vous abonner à notre infolettre. Vous pouvez aussi également nous supporter en devenant membre de la SQP, ce qui vous offre plusieurs avantages, incluant la possibilité de revoir nos webinaires, le tarif de membre de seulement 35 $. Avant de passer au webinaire, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente nos partenaires financiers. C'est grâce à eux que la SQP peut poursuivre ses activités et proposer des activités gratuites comme celle d'aujourd'hui. Nous remercions d'abord notre présentateur officiel de nos webinaires, Desjardins. Il aimerait d'ailleurs vous présenter un court-métrage que je vous présente à l'instant. Donc, je vais aller l'activer. J'ai pas mon bouton de démarrage ici. Nous avons également nous avons également un de fidèles partenaires qui nous appuient dans la diffusion de nos webinaires, soit Ramea Phytotechnologie, notre partenaire officiel. Avant de commencer, quelques petits détails sur le déroulement. Il y aura une période de questions après la présentation. Vous pouvez écrire dans la section questions et réponses qui est située au bas ou au haut de votre écran, ou encore lever la main ou ouvrir votre micro lors de la période des questions. La présentation d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible en rediffusion sur notre site pour les membres de la SQP. Notre série de webinaires va se poursuivre l'an prochain. Les sujets seront affichés sur notre site web ultérieurement. Finalement, j'aimerais encore une fois inviter ceux qui ne sont pas déjà membres à devenir membres de la SQP. En étant membre, vous avez accès exclusif à une foule de publications scientifiques et professionnelles, des rabais sur nos activités, notamment sur notre colloque annuel, et surtout un accès exclusif aux présentations passées de nos colloques, des enregistrements webinaires. Je rappelle, le tarif est de 35 $ par année et vos cotisations permettent à la SQP de maintenir des activités et de remplir sa mission de promotion des phytotechnologies au Québec. En terminant, je remercie encore une fois nos partenaires, Desjardins et Ramea Phytotechnologie. Bon, passons maintenant
à notre webinaire. Alors, notre conférencier, M. Robin Dagua, il est chargé de mission à Plantécité dans la ville d'Angers en France. Il anime et coordonne des projets d'études en lien avec le sol et le végétal en ville. Sa présentation sera orientée vers les questions de choix des végétaux en lien avec les principes agroécologiques. Alors, M. Dagua, à vous la parole. Micro. Voilà. Et voilà. Et je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez très bien Oui, on voit. ou pas. C'est bon? C'est Et si parfait. vous Oui, m'entendez bien? oui, merveilleux. Eh bien, merci beaucoup, Christian, d'avoir pensé à Plantécité et nous avoir conviés en fait à participer à ce webinaire. Voilà, pour intervenir sur le choix des végétaux dans les aménagements de gestion des eaux pluviales. Donc voilà, moi je travaille à Plantécité sur les thématiques sol, choix des végétaux et en fait, in fine, on s'intéresse aussi à la gestion des eaux pluviales depuis quelques années. Je vais commencer par quelques mots pour vous présenter qui nous sommes. Donc Plantécité, nous sommes une association sur le plan administratif mais en fait, dans les faits, on est un centre d'études techniques sur l'ingénierie du végétal en ville. On va travailler avec les acteurs de la nature en ville, donc les collectivités, les entreprises du paysage ou les bureaux d'études sol et environnement, par exemple, pour produire de la connaissance sur la manière de concevoir et de gérer les espaces verts et les espaces de nature. Et on va aussi travailler sur la production et la transmission de connaissances auprès de ce réseau de professionnels. Donc on fédère en fait un réseau de près de 600 structures en France. Donc voilà, pour près d'un tiers qui vont être des collectivités, des villes, des métropoles, etc. Un autre tiers qui vont être des entreprises, donc paysagistes, entreprises de paysage, architectes paysagistes par exemple. Et le dernier tiers, voilà, qui sont des centres de formation, des gestionnaires, des chercheurs, voilà. Donc une grande diversité de professionnels et d'horizons différents. Les thématiques sur lesquelles on va travailler à Plantécité, vous les avez à droite sur le nuage de mots pour vous faire une idée. Donc nous, en fait, vraiment à Plantécité, notre rôle, c'est de servir de passerelle entre le monde de la recherche et les professionnels du végétal en ville, afin en fait de construire des projets et d'animer des projets pour aboutir à des synthèses, des guides, aussi des webinaires qui vont nous permettre de communiquer et d'aller plus loin sur toutes les questions du végétal en ville, de la conception des aménagements végétalisés, le bâti végétalisé, la planification urbaine, la santé, voilà. Donc vous avez tous les mots-clés sur la droite. On anime aussi des journées techniques. Là, je vous ai mis la liste des journées qu'on a animées en 2021, aussi pour vous faire une idée des sujets sur lesquels, qu'on va traiter en partenariat avec certaines collectivités, notamment le choix des végétaux et le changement climatique. Donc ça, c'est une journée qu'on a organisée à Montpellier. Autre exemple, zéro produit phyto dans les terrains de sport à Rennes et végétal et planification urbaine. Donc, comment le végétal est inclus dans les documents de planification urbaine. Donc, ça, c'était à Lyon. Donc, voilà, pour les 3 exemples de journées techniques qu'on a organisées sur l'automne 2021. Voilà quelques mots pour présenter notre association et le travail qu'on mène. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, sur la gestion des eaux pluviales et la sélection des végétaux. Quelques mots de contexte. Donc ça, c'est un contexte qui s'applique à toutes les grandes villes en fait. Là, depuis la fin du 19e, on observe en fait une augmentation de l'imperméabilisation des villes et notamment une volonté d'évacuer au plus vite les eaux pluviales dans des réseaux et des canalisations. À juste titre, parce qu'à l'époque, ces eaux, elles étaient vectrices de maladies, et donc voilà, il y avait un enjeu à évacuer le plus vite possible. Mais là, depuis quelques décennies, on observe une dynamique inverse en fait, c'est que avec l'expansion urbaine, la densification et l'imperméabilisation des sols, en fait, cet ancien modèle, il ne fonctionne plus parce que souvent les réseaux ne sont plus assez bien dimensionnés pour pouvoir évacuer
le plus vite possible les eaux hors de la ville, et ça génère en fait des risques de bouchons et d'inondations. Donc là, aujourd'hui, la mouvance actuelle, c'est d'essayer d'infiltrer et de stocker sur place les eaux pluviales et de limiter au maximum le ruissellement. Donc ça va contribuer à plusieurs choses. C'est de limiter les débits aux exutoires et donc limiter les risques d'inondation. Et avec la limitation du ruissellement, c'est d'augmenter la qualité des eaux qui ne vont pas se charger en polluants. Ça va aussi voilà, contribuer à l'espace, au cadre paysager avec le végétal et à participer au rafraîchissement urbain en créant des îlots de chaleur, des îlots de fraîcheur. Voilà quelques exemples que vous connaissez. Donc, c'est différentes solutions qui vont permettre de capter, stocker et réutiliser les eaux pluviales, tout en associant le végétal. Donc là, vous avez quelques exemples. En haut à gauche, des parkings végétalisés à Orléans. En bas à gauche, une avenue végétalisée et aussi sobre en eau en termes d'arrosage qui se situe à Lyon, qui est aussi un véritable en fait, îlot de fraîcheur qui va rafraîchir de plusieurs degrés en période estivale. En haut à droite, vous avez aussi une réalisation qui mêle une toiture végétalisée avec une forêt sur la toiture. Et là, on ne voit pas ici, mais des murs végétalisés aussi. Et enfin, voilà, le plus classique, les nous végétalisés. Un exemple ici d'une photo à Genève en Suisse. Donc là, le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui s'applique à l'ensemble de ces sujets, même si voilà, là, le sujet que je vais évoquer est plus particulièrement adapté à des plantations en plein sol, donc comme les noues, les bassins de rétention ou ces avenues végétalisées, par exemple. Donc, quand on va végétaliser des ouvrages de gestion des eaux pluviales, il y a plusieurs questions qu'on va se poser. C'est notamment les cas de transfert de polluants, par exemple, les questions de survie des végétaux en période de sécheresse, parce que voilà, on est dans des aménagements qui vont collecter les eaux pluviales, mais qui ne vont pas forcément être en pleine eau tout le temps. Il y a aussi la question de l'aspect du site quand il n'est pas en pleine eau. Là, vous avez ici en haut à droite un aménagement récent dans la ville de Lille, où là, on voit, voilà, sans être subjectif, mais que l'aspect paysager n'est pas encore au rendez-vous. L'aménagement est plutôt jeune. Donc voilà, c'est aussi des questions à prendre en compte. Mais bien sûr, la grande question qu'on va se poser, c'est comment on va adapter les végétaux au régime hydrique, aux conditions de sol du site en question, en prenant en compte les critères environnementaux en termes de climat, mais aussi en termes de contexte urbain, en fait. La photo, voilà, j'ai pas commenté la photo en bas à droite, c'était aussi pour montrer le fait que on se trouve aussi dans des ouvrages qui vont aussi accumuler les déchets, les détritus. Donc ça, c'est plutôt en termes de gestion et d'entretien après avoir mis en place l'aménagement. C'est comment en fait prendre en compte aussi cet aléa et qui est vrai en fait dans la plupart des grandes villes. Donc, quand on va planter des végétaux en pleine terre dans des aménagements de gestion des eaux pluviales, on va en fait valoriser le couplage du sol et de la plante. Donc, quelques rappels en fait sur la manière dont les végétaux vont interagir avec l'eau et les sédiments. Donc déjà, en fait, premier principe, c'est que le végétal va jouer le rôle d'obstacle physique et intercepter les eaux pluviales. Donc voilà, il va servir de barrière. Et via le rôle des racines, il va aussi contribuer, via la macroporosité et la porosité, à favoriser l'infiltration et le stockage des eaux pluviales dans le sol. Donc, via cet effet barrière, les végétaux vont aussi jouer le rôle de rétention sur les particules fines et donc les sédiments. Ces ouvrages vont aussi jouer un rôle important sur l'évapotranspiration. Quelques chiffres clés que vous avez ici pour les avoir bien en tête. Un couvert herbacé va pouvoir évapotranspirer jusqu'à 5 litres par mètre carré par jour. Donc voilà, 5 litres, c'est une pluie de 5 mm, donc ce qui est pas négligeable. Et un saule blanc, lui, va pouvoir évapotranspirer 100 litres par jour. Donc ça, c'est important d'avoir bien ça en tête dans la régulation de l'eau qu'on va collecter aux exutoires, et ça va aussi jouer un rôle sur le rafraîchissement local de l'air. Les plantes jouent aussi un rôle sur l'interception et la dégradation des polluants.
Tout ça, en fait, va contribuer à alléger le réseau aval en termes de débit d'eau qu'on va collecter, en termes de volume de sédiments et de particules, mais aussi en termes de polluants. Et à rappeler aussi, ce qui est important, c'est la synergie qu'on va entretenir entre la plante, le sol et les organismes vivants qui vont se trouver dans le sol, qui vont eux aussi contribuer à la dégradation des polluants, mais aussi contribuer à la porosité du sol et la fertilité chimique pour entretenir les végétaux. Alors, quand on conçoit et qu'on aménage un ouvrage de gestion des eaux pluviales végétalisées, il y a quelques éléments à prendre en compte. Donc, vous avez déjà les principes de l'hydrologie urbaine. Donc là, on a les 3 grands principes. Donc, le premier, c'est la conception de l'ouvrage. Et globalement, les questions qu'on va se poser, c'est d'où vient l'eau et où va-t-elle? Donc, l'eau de pluie, mais aussi les eaux de ruissellement qui vont potentiellement pouvoir provenir d'une voirie à proximité ou d'un autre ouvrage qui va se situer en amont. Mais c'est important de bien identifier les différentes sources et les différents exutoires. Les exutoires, c'est aussi l'infiltration des eaux pluviales directement dans le sol, vers la nappe, autant que un exutoire vers un autre ouvrage en aval. Il y a aussi la question de savoir à quoi va servir mon ouvrage en termes d'usage. Est-ce que ça va être un ouvrage qui va accueillir du public? Est-ce que c'est un ouvrage qui va être utilisé en tant que zone de stationnement ou voirie, par exemple? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc là, j'en parlerai après, notamment sur la qualité des eaux de ruissellement. Et quel régime pluvial vais-je devoir anticiper? Sur le dimensionnement de l'ouvrage, en fait, je reprends un peu ces premières questions, sauf que je les quantifie, c'est-à-dire que quels vont être les débits entrants et sortants que je vais pouvoir attendre, et ça selon les différentes intensités pluviales, en fait, les différents événements climatiques. Quelle va être ma capacité de stockage, donc là, au niveau de l'aménagement, avec l'épaisseur de ma lame d'eau, mais aussi la capacité de stockage que je vais avoir dans mon sol, et quelle va être la période de retour des différents événements pluviaux. Quelques chiffres clés, en fait. Sur Paris, par exemple, la période la pluie de référence, c'est une pluie de 8 mm, c'est-à-dire que 80% des pluies qui vont tomber sur Paris sont inférieures à 8 mm. Donc voilà, c'est important d'avoir bien ces données en tête. Aussi, les valeurs de pluie d'orage, par exemple, qui peuvent monter jusqu'à 80 ou 100 mm. Donc ça permet de donner des éléments pour quantifier et pour dimensionner l'ouvrage. Et sur la qualité des eaux de ruissellement, là, ça va être comment gérer la pollution des eaux de ruissellement et des eaux qui vont s'infiltrer dans mon sol. Donc là, c'est aussi savoir identifier quelles vont être les sources potentielles de pollution. Donc ça peut être les toitures, donc les toitures non végétalisées, les voiries, les zones de stationnement, etc. Et bien sûr, il y a aussi une question qu'on peut se poser, c'est le cas des salles de déneigement. Donc ça, j'en reparlerai. Je pense que c'est peut-être aussi un sujet chez vous. Donc tout ça, ces 3 grands principes sont à coupler avec des principes d'agroécologie. Donc voilà, c'est associer la bonne plante avec le sol en place. En gros, c'est la bonne plante au bon endroit. Donc c'est avec le sol, avec le contexte climatique, l'exposition à la lumière, etc. Et donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand on va choisir les végétaux. Ça va être les caractéristiques du sol, donc la texture, donc si c'est plutôt argileux, plutôt sableux, la teneur en matière organique, le pH du sol, les conditions environnementales, donc ça c'est les conditions climatiques, mais aussi environnementales en termes urbains en fait. Par exemple, si on se trouve dans une zone qui va être fortement piétinée, et ça c'est des choses à prendre en compte dans le choix des végétaux. Et là je vais en parler un peu plus, mais ça va être le régime hydrique de l'ouvrage. Donc c'est-à-dire en fait l'évolution de la lame d'eau au gré des événements climatiques. Alors, je reviens sur la qualité des eaux de ruissellement, là, qui était le 3e principe de l'hydrologie urbaine. Donc, cette question, en fait, va se poser aussi selon l'usage du site. C'est-à-dire qu'on ne va pas gérer pareil le risque de pollution si on se trouve aux abords d'une voirie ou d'un parking ou si on se trouve au milieu d'un espace vert. Donc en fait, les volumes de polluants qui risquent d'être générés vont être différents et l'adaptation par rapport à ça va être différente. On peut ensuite
adapter le choix des matériaux par rapport à ces risques et à ces expositions. Donc, dans la constitution des sols, notamment, on peut favoriser ou non l'utilisation de matériaux plus ou moins argileux qui vont servir de barrière, en fait, physique dans le sol et retenir plus longtemps les différents polluants. Et donc, le cas des selles de déneigement, pour nous en France, c'est plutôt restreint au nord-est du pays. Voilà, ça dépend des années. Au Québec, donc là, je me suis renseigné un peu, j'ai vu que c'était aussi une problématique et que vous mettiez en place des différentes stratégies pour éviter de trop saler les routes, au niveau surtout des risques de dégâts sur les bétons et sur les enrobés. Donc quelques chiffres clés, c'est que voilà, quand on va saler les eaux pour la voirie, on a un risque de charger l'eau jusqu'à 18 grammes par litre. Donc ce qui est conséquent, c'est moitié moins que l'eau de mer en fait, mais 1000 fois plus que l'eau douce qu'on peut retrouver dans les cours d'eau. Alors en fait, ces sels de déneigement vont se dissocier en chlorures qui sont très mobiles dans l'environnement et qui, sur le sol, en fait, représentent moins de risques. Mais en fait, c'est surtout les ions Na qui vont représenter le plus de risques, car en fait, ils vont se fixer dans le sol, ce qui risque d'entraîner en fait des processus de déstructuration au niveau des agrégats, mais aussi une toxicité pour les plantes en entraînant des chocs osmotiques ou en se fixant directement sur les racines des plantes. Alors, il y a des stratégies en fait pour limiter les quantités épandues et optimiser les périodes d'épandage. En France, du coup, nous, c'est un risque qui est assez modéré quand même sur les plantes. Après, peut-être que, je ne sais pas, chez vous, c'est peut-être aussi bien plus important que ça. Si vous avez des compléments, je veux bien du coup les avoir. Donc voilà. Il y a aussi le fonctionnement de l'ouvrage selon les différents régimes pluvieux et les différents contextes météorologiques. Donc là, de 1 à 3, vous avez en fait soit une période de sécheresse intense, soit en 3, une période de pluie, d'orage par exemple, qui va être plus intense. Et en 2, c'est le régime plutôt normal, de fonctionnement normal de l'ouvrage. Quand on va être en 1, en fait, si on est dans un aménagement, donc là, c'est surtout bassin sec et nous végétalisé, ce qui va être important à prendre en compte, c'est le stress hydrique que vont subir les plantes. Donc, risque faible si les espèces et les substrats sont adaptés. Donc voilà, c'est au final, même si je plante au milieu d'une noue qui va collecter les eaux pluviales, quand je suis en période de très fort stress hydrique, c'est des plantes qui peuvent fortement souffrir de la chaleur. Donc ça, dans le choix des espèces végétales, c'est important de prendre en compte ces périodes de sécheresse intense. Quand on est dans un bon état de fonctionnement, c'est là où on a le plus de fonctions rendues en termes de régulation des eaux pluviales, de stockage dans le sol et d'infiltration vers la nappe, et aussi d'épuration des eaux pluviales des polluants qui peuvent être filtrés dans les sols. Là, quand on est en période orageuse avec très forte intensité pluviométrique, là, le rôle qu'on va rechercher, c'est très vite la régulation et le stockage et beaucoup moins l'épuration. Donc là, on va limiter les risques sur les risques sur l'homme ou les risques sur les infrastructures. On va chercher à infiltrer et évacuer le plus vite possible les eaux. Il y a aussi un risque d'asphyxie racinaire qui peut se faire. Voilà, si on a des végétaux qui sont installés et qui ne supportent pas très bien cette hydromorphie. Donc, on appelle ça l'hydromorphie quand on a des variations de la lame d'eau dans le sol. Donc voilà, c'est aussi un élément à prendre en compte. On voit du coup très bien que on a affaire à des ouvrages qui sont pas où c'est pas simple de végétaliser, parce qu'il faut à la fois que les végétaux puissent résister à cette asphyxie et à la fois résister au stress hydrique pendant lequel l'aménagement, qui peut impacter l'aménagement. Donc voilà pour plutôt le fonctionnement de ces ouvrages. Là, je vais revenir plutôt sur les conditions d'adaptation des plantes. Donc là, les principes d'agroécologie. Là, à droite, vous avez la liste
des différents critères qui sont à prendre en compte quand on va sélectionner et choisir des plantes, l'exposition, le climat, les conditions de sol. Donc là, c'est important en termes de besoins nutritifs, d'acidité, et là, j'avais évoqué le régime hydrique du sol, donc qui va dépendre du climat, de la capacité de drainage et d'infiltration, de la texture et de la structure du sol. Aussi à prendre en compte, c'est la pollution, l'accumulation en sel, voilà, en lien avec le salage, les éléments traces métalliques, les hydrocarbures, etc. Donc nous en France, c'est important parce que en fait, on a différents contextes climatiques à travers le pays. Ce qu'on va planter dans le pourtour méditerranéen, c'est très différent de ce qu'on va planter plutôt dans le nord de la France, en Normandie, en Bretagne. Et avec le changement climatique, on voit qu'on a des épisodes méditerranéens qui commencent en fait à arriver un peu partout en France. Et là, du coup, votre contexte à vous. Donc là, voilà une carte que j'ai extrait sur Internet avec la classification des climats de Köppen. Donc, en fait, sous vos conditions climatiques, voilà, vous êtes plutôt dans du continental humide avec été tempéré, du subarctique plutôt au nord du pays. Après, je pense que c'est plus cette partie-là qui est peuplée par chez vous, et des conditions de toundra vraiment dans le nord du pays. Chez nous, en fait, ça représente, c'est plutôt comparable au climat de la Suède ou de la Norvège, enfin du sud de la Suède. Par contre, on peut avoir, là, si vous regardez bien, on a aussi ces mêmes conditions climatiques en France, hein, quand on se situe dans le Massif central ou dans les Alpes à plutôt relativement basse altitude, on va dire entre 1000 et 1500 mètres. Donc en fait, on a quelques éléments de comparaison sur les gammes végétales qu'on va pouvoir rencontrer entre les deux différentes conditions climatiques. Alors, ça, c'est donc une manière en fait de représenter les différentes palettes végétales selon le régime hydrique et selon l'acidité du sol. C'est ce schéma-là. Donc là, vous avez en fait ici en abscisse le gradient trophique qui va correspondre en fait au degré d'acidité et de pH du sol. Donc là, de droite à gauche, vous allez du sol plutôt calcaire, plutôt basique, à des conditions de sol acide à très acide. Et là, en ordonnée, vous avez les conditions plutôt d'humidité du sol, avec des dénominations des espèces qui sont associées à ces conditions d'humidité. Donc, soit des conditions très sèches, avec des espèces plutôt xérophiles. Et plus on descend, plus on est dans des conditions d'humidité, voire d'inondation permanente, avec des espèces plutôt méso-hygrophiles, à hygrophiles. Donc là, vraiment, quand on est dans la ligne du bas, on est dans des conditions où la plante a presque tout le temps les pieds dans l'eau. Et ensuite, on peut représenter les différentes espèces végétales sur ce schéma. Donc là, vous avez un exemple avec le chêne pédonculé, où on est dans des conditions optimales, ici en bleu clair, entre un pH neutre et légèrement acide, et un régime d'hydromorphie plutôt frais ici, à légèrement hygrophile, donc avec voilà, une lame d'eau dans le sol plutôt élevée, mais la plante ne tolère pas non plus les longues périodes où elle a complètement les pieds dans l'eau. Un autre exemple avec le bouleau blanc ici. Là, on voit que c'est une espèce qui tolère plutôt voilà, l'ensemble des conditions, sauf les conditions très sèches. Mais globalement, voilà, moins de problématiques sur le bouleau blanc. Donc, chaque espèce a ses conditions d'implantation de prédilection. Et si vous voulez avoir plus d'informations, là, je vous ai mis la liste. Donc, on avait établi cette liste dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet VGEP il y a quelques années. Donc, vous avez 40 arbres et 40 herbacées avec chacune et chacun son graphe et la représentation de ces conditions d'implantation. Voilà, donc quand on refait le focus en fait sur l'aménagement en tant que tel, là par exemple un bassin de rétention qui va être végétalisé, du coup avec l'évolution de la lame d'eau entre le niveau d'étiage, donc qui est le niveau le plus bas qu'on va observer en termes de lame d'eau, et le niveau de crue qui est le niveau le plus haut, en fait cette variation
de la hauteur d'eau va nous permettre de sélectionner différentes conditions d'implantation et sélectionner les plantes selon leur tolérance à cette lame d'eau. Quand on va être en hauteur, par exemple, on va plutôt sélectionner des graminées mésoxérophiles qui n'ont presque jamais les pieds dans l'eau, en fait. Et plus on va descendre, plus on va augmenter le gradient de résistance à l'hydromorphie jusqu'à arriver en bas à des espèces hygrophiles qui, là, en fait, peuvent survivre très bien avec les racines complètement dans l'eau, voire le pied du tronc ou le pied des tiges directement, enfin, complètement dans l'eau, en fait. Là aussi, on est sur d'autres espèces hygrophiles, donc hélophytes avec la base des tiges qui va être complètement dans l'eau, jusqu'à des espèces hydrophytes où là même on a toute la tige qui est complètement submergée et la plante s'en porte très bien. Donc voilà, là c'est des éléments à prendre en compte quand on va concevoir l'aménagement. Et là je remets quelques exemples avec voilà, plutôt quand on est en hauteur ici, sélectionner plutôt voilà un exemple l'érable plane qui lui ne supporte pas une hydromorphie trop intense. Mais voilà, tolère très bien un bon gradient quand même de fraîcheur ou d'humidité du sol, donc plutôt à placer en hauteur. Et là, quand on descend, voilà un exemple, saule cendré qui lui tolère très bien d'avoir les pieds dans l'eau. Ou le cassissier aussi. Par contre, le cassissier, ici, vous voyez qu'il tolère moins bien les périodes un peu plus sèches, on va dire, entre guillemets, parce que là on est quand même frais. Mais lui, il a quand même un besoin en eau assez important. D'autres exemples ici, celle-là, j'en reparlerai par la suite. Alors, voilà, je vais enchaîner du coup ces grands principes de plantation avec quelques listes de plantes. Donc ça, c'est que des exemples que vous pourrez retrouver justement dans les listes que j'ai citées précédemment. Je représenterai les deux guides à la fin de la présentation pour que vous ayez voilà toutes les cartes en main. Donc quelques espèces que vous pouvez voir ici. Je vais préciser à chaque fois, alors selon les données que j'ai pu obtenir, si la plante, dans le contexte nord-américain, est indigène ou plutôt introduite. Mais normalement, toutes les espèces que je vous présente peuvent être utilisées en Amérique du Nord. Donc là, vous avez l'aulne blanc, qui lui est indigène dans l'Amérique du Nord, qui est alors plutôt réservé au climat quand même assez, enfin, à minima tempéré, donc plutôt sud Québec, donc qui est une plante fixatrice d'azote et adaptée aux plantations très serrées. Donc voilà, qui tolère très bien la mi-ombre. Et c'est aussi une plante qui supporte en fait assez bien le froid. Et qui peut être implantée sur sol complètement inondable. Là, vous avez ici, voilà, le caractère très hydromorphe des sols sur lequel on peut très bien s'implanter. Le saule blanc, lui, qui est européen, mais qui a été introduit et qu'on retrouve qu'on retrouve en Amérique du Nord, qui a été naturalisé en fait, qui tolère très bien aussi les sols très humides sur fond alluvionnaire, par exemple, qui tolère moins bien la concurrence, donc se plante plutôt tout seul et va voilà tolérer plutôt des sols acides à légèrement basiques, basiques à légèrement acides et un peu moins les très fortes acidités. La bourdaine aussi, qui est plutôt un arbuste qui a été introduit, qui apprécie aussi les milieux très humides et acides, ou alors ça aussi qui peut aussi tolérer les milieux plutôt basiques. Voilà, enfin un très fort gradient d'acidité, mais plutôt qui va plutôt se développer avec prédilection sur les sols acides. D'autres exemples de grands arbres plutôt, vous avez l'érable plane qui a été introduit aussi, qui supporte aussi très bien les conditions mi-ombre, donc on peut planter en mode resserré, qui tolère aussi plutôt les sols riches, les sols calcaires et les sols plutôt calcaires à faiblement acides. Alors de ce que j'ai vu que dans certaines parties aux États-Unis, il était considéré comme invasible. Donc peut-être à vérifier. Je ne sais pas si quelqu'un a une info là-dessus. C'est peut-être un élément à vérifier, mais en tout cas, voilà, sur d'autres retours, il était naturalisé et très bien introduit en Amérique du Nord.
Vous avez le viorne aubier, par exemple, qui aussi, lui, est une espèce qui a été introduite, plutôt un port assez bas, donc il fait 4 ou 5 mètres. Nous, on le retrouve à des latitudes moyennes de 1500 mètres, donc voilà, qui s'adapte très bien aux contextes plutôt continentaux, et qui, lui, va évoluer sur sol, même inondé, pas de problème en termes d'épaisseur de la lame d'eau, plutôt sur sol basique et légèrement acide. Et là, des espèces vraiment indigènes de l'Amérique du Nord, frêne blanc ou le frêne d'Amérique, qui est qui est indigène, adapté au sol humide et qui résiste très bien au gel, et qu'on va retrouver à proximité des cours d'eau, où là, c'est aussi son milieu de prédilection, donc résiste très bien à des périodes où le pied de l'arbre en fait a les pieds dans l'eau. Et pour finir, voilà un autre exemple avec le chêne rouge, qui est aussi indigène d'Amérique du Nord. Lui qui va moins tolérer en fait ces périodes d'hydromorphie. Il évolue plutôt sur sol drainé. Au niveau de la résistance au pH, voilà, il tolère plutôt l'ensemble des conditions basiques à acide. Par contre, il tolère aussi très bien la sécheresse. Voilà. Quelques exemples du coup d'arbres qu'on va pouvoir retrouver. Et là, plutôt un petit focus sur des espèces herbacées. Donc là, qu'on retrouvait dans le schéma précédent, plutôt en fond au fond des bassins, au fond des noues. Vous avez des élophytes. Donc ça, c'est les plantes qui, elles, vont tolérer en fait d'avoir les racines dans l'eau ou à minima la base de la tige dans l'eau, mais voilà, elles ne peuvent pas avoir la tête non plus recouverte d'eau. Vous avez des iris jaunes qui sont des espèces naturalisées d'Amérique du Nord, plutôt des plantes de marais, donc voilà, très bien adaptées au fond de bassin, alors plutôt constamment inondés. Vous avez le carex, toutes les espèces de carex en fait, qui aussi évoluent très bien sur les sols asphyxiés, donc tout à fait adaptés plutôt à des bassins humides où on a de l'eau qui est constamment en place, en présence, et des épilobes aussi qu'on va pouvoir retrouver un peu partout. Donc là, j'ai pas mis indigène ou naturalisé parce que c'est des espèces qu'on retrouve en Europe ou en Amérique du Nord, vraiment partout. Et sur les espèces hydrophytes, donc là, des espèces qui ont besoin d'avoir quand même la tête sous l'eau pour survivre. Vous avez le rubanier, par exemple, qui joue un rôle important sur les cours d'eau, donc assez intéressant dans le sens où alors on le qualifie d'ingénieur des cours d'eau parce qu'il permet de ralentir l'écoulement, mais il permet aussi en fait de purifier, de dépolluer et de faciliter la bioturbation dans le cours d'eau. Donc, il va aussi permettre d'aérer et de participer à la dynamique vivante dans l'eau. On a aussi les renoncules aquatiques. Dans certains cas, attention au côté un peu, pas forcément invasif, mais ça peut croître très vite et prendre de la place. Donc, chez nous, on les trouve sous tout climat. Et enfin, la Zachinellie des marais, pareil, qui est plutôt une plante d'eau douce à gros développement. Pareil, c'est juste une plante qui a un caractère invasif dans certains pays. En fait, toutes les espèces hydrophytes, vu qu'elles se plaisent très bien dans les cours d'eau, c'est toujours à regarder avec des pincettes quand on va les sélectionner. Pour continuer, je vais vous présenter quelques outils pour sélectionner, pour la sélection des plantes. Donc ça, c'est une application qui est en ligne sur laquelle Plantécité a travaillé plusieurs années. Donc c'est Floriscope qui vous permet en fait de connaître, choisir et trouver des plantes. Donc en fait, c'est une base de données sur horticole qui représente tous les plants et tous les cultivars horticoles qu'on va pouvoir utiliser en aménagement urbain. Donc on a plusieurs dizaines de milliers de taxons qui sont recensés, des arbres jusqu'aux arbustes, aux plantes grimpantes, etc. Du coup, cet outil, en fait, il nous permet aussi de relayer des listes de végétaux qui peuvent être intéressantes pour les concepteurs et les paysagistes. Voilà, pour connaître de nouveaux végétaux à utiliser dans certains aménagements. Du coup, on a surtout une liste nous paysagère qui nous a été communiquée par un paysagiste de La Roche-sur-Yon, donc pas très loin d'Angers. Vous avez le lien ici, et ça représente une petite cinquantaine de végétaux qu'on va pouvoir utiliser
dans les nous, voilà, pour voilà, enfin, végétaliser avec différentes fonctions écologiques rendues par ces végétaux et qui vont résister aussi au flux d'eau qu'on va avoir dans la noue. Aussi, quelque chose qui peut vous intéresser, ce sont une liste des 150 arbres qui vont tolérer les sels de déneigement. Je vous ai mis le lien ici. Et enfin, sur le fonctionnement même de l'outil Floriscope, vous pouvez, donc là, on a créé des filtres spéciaux sur les plantes plutôt aquatiques, par exemple, en termes d'usage, ou sur les conditions de sol. Ici, voilà, vous avez des conditions de sol sec à très humide, par exemple, et les espèces végétales qui vont ressortir avec d'autres critères de sélection voilà, sur les feuilles, les fleurs, etc. Et du coup, pour en savoir plus sur le sujet que je viens de présenter, donc là, j'avais parlé de l'étude VGEP. Là, vous avez les deux rapports finaux de cette étude-là. Je vous ai mis le lien ici au milieu si vous voulez en savoir plus. Donc, c'est la description globale que vous pourrez retrouver dans le guide de gauche. Et le guide de droite, c'est la liste de plantes que j'ai évoquée tout à l'heure avec les 40 arbres et 40 herbacées. Donc, pour aller plus loin, en fait, sur ce sujet d'adaptation des végétaux et des ouvrages de gestion des eaux pluviales, on a aussi travaillé, nous, sur les plantes qu'on va retrouver en toiture végétalisée. Et donc, on a mené de 2011 à 2017, grosso modo, un observatoire des toitures qui nous a permis, en fait, de recenser les espèces végétales qu'on retrouve sur nos toitures végétalisées. Donc, dans ce contexte-là, on a observé plus de 80 toitures. Et les participants, en fait, ont fait un recensement des taxons végétaux qu'ils ont retrouvés. On a créé un guide ici, qui est la flore des toitures, et qui représente les 75 taxons les plus fréquemment retrouvés en France. Bien sûr, on va présenter toutes sortes d'espèces du genre Sedum, parce que voilà, c'est un genre qui est très privilégié en toiture pour sa résistance à la sécheresse et son effet tapissant, en fait. Mais ce qu'on a vu, c'est que 60% des taxons qui sont présentés ici sont des espèces spontanées. Voilà, donc on a vraiment mis l'accent sur ces familles-là. Voilà, grosso modo, ça peut être des astéracées, des fabacées ou des quoi d'autre, ou des poacées aussi. Mais ça permet d'avoir plus d'informations sur les gammes végétales qui vont être adaptées aux conditions un peu particulières des toitures végétalisées et donner des idées, pourquoi pas, sur la conception et le choix des végétaux sur les futures toitures. Et un autre sujet un peu plus récent ici, sur le sujet revêtement perméable. Donc là, on a mené une étude très récemment de 2018 à 2020 sur la synthèse et la mutualisation des connaissances techniques sur les revêtements perméables. L'objectif, en fait, c'était de comprendre les modalités de mise en œuvre et d'entretien pour assurer la pérennité et les performances des ouvrages végétalisés et perméables dans le temps. Donc, pour ça, on a mené une enquête et une synthèse bibliographique. Et donc, l'enquête, en fait, consistait en la collection de retours d'expérience de collectivités qui ont mis en place des revêtements perméables végétalisés. On a un guide qui est sorti cette année, voilà, revêtement perméable des aménagements urbains, et qui est disponible aussi sur notre site, que je vous invite à consulter aussi, qui permet de présenter les différents types de revêtements et toutes sortes de questions autour de leur mise en œuvre, de leur entretien, de la tenue dans le temps, et aussi de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Et bien sûr, choix des végétaux qui est pris en compte dans ce guide. Dans les projets en cours et à venir à Planticité, voilà, deux projets en lien avec la gestion des eaux pluviales. On va lancer prochainement un sujet sur la conception et la gestion des noues végétalisées. Ça, c'est un sujet qui nous a été remonté par les collectivités et par les villes qui témoignent en fait de gros soucis de gestion dans le temps des noues végétalisées. Très souvent, au début, l'aspect paysager fonctionne très bien et la noue fonctionne très bien. Mais on remarque qu'en fait, sur les années qui suivent, on a des performances qui diminuent, des écoulements des eaux pluviales qui diminuent et le rendu paysager aussi qui n'est plus aussi optimal. Donc, on va mener vraiment une étude pour creuser tout ça.
On a une étude en cours aussi sur les pieds d'arbres, sur la gestion écologique des pieds d'arbres végétalisés. Donc là, qui est en cours, on a une enquête en ce moment. Et voilà, c'est aussi pour aboutir à un guide pour mieux comprendre comment végétaliser au mieux les pieds d'arbres en ville. Voilà, je vais conclure là sur quelques ressources que vous pourrez retrouver sur notre site. Donc notre base documentaire ici, on a recensé, on a plusieurs centaines de références biblio, des articles, des guides, voilà, sur tout un tas de sujets en lien avec le végétal en ville, qui peut être sur les toitures, sur l'entretien et la gestion des espaces verts. Voilà. Aussi une vidéo là qu'on a sortie récemment sur la donc nature en ville et santé, qui était le projet d'un doctorant qui a travaillé chez nous et qui s'est penché sur la question de comment les espaces verts et les espaces de nature peuvent influencer la santé mentale plutôt des habitants. Et les deux guides, Florilège Toiture ici, avec le lien, et le guide revêtement perméable aussi, avec le lien que vous avez ici. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Et je vous ai mis mon adresse mail ici si vous avez des questions complémentaires par rapport à ces projets et le lien vers notre site à nous si vous voulez aussi avoir plus d'éléments et plus d'informations. Merci, Monsieur Dagua. Très intéressant. Même si nous avons des petits ajustements à faire par rapport aux végétaux au Québec, ça reste quand même, le fond est quand même similaire. On s'entend, c'est les mêmes problématiques. J'ai eu quelques petits, pendant votre conversation, de votre discussion, j'ai eu quelques petites choses. Serge me demande, ça m'intrigue, c'est quoi zéro phyto? Oui, en fait, c'est un terme qu'on utilise chez nous, c'est zéro produit phyto. Donc là, on a une loi qui est sortie il y a quelques années en France qui interdit l'utilisation de produits phytosanitaires de désherbants, en fait, dans la plupart des lieux en ville. Et donc, voilà, ce sont les allées, les rues, les trottoirs, voilà. Et donc, c'est le terme zéro phyto qu'on emploie pour décrire l'arrêt des produits phytosanitaires et des pesticides au niveau du désherbage. Donc, voilà. Et cette loi va être étendue prochainement, en juin prochain, sur les cimetières, sur les terrains de sport. Voilà, donc on englobe de plus en plus d'usages en France, du coup, qui ne vont plus être désherbés avec des produits chimiques. C'est un peu comme la loi actuelle que nous avons. Tous les terrains municipaux, gouvernementaux sont interdits d'utilisation de pesticides. On va avoir une dérogation, là. Ça existe maintenant chez nous, D'accord, oui. cette loi. Audrey et je pense une autre personne, Pierre-Luc, mentionne qu'effectivement, le nerf brun Bourdaine, ici, c'est une plante extrêmement envahissante. D'accord. Donc, elle Je n'avais est pas vu, très, désolé. c'est ça. C'est pas un bon choix. Mais le végétal, oui, sauf que son effet d'envahissement, évidemment, nous restreint un peu plus. Et le frêne, mais ici, nous avons un énorme problème avec la grille du frêne. Donc, les frênes meurent un après l'autre en succession. Hmm. Un jour, ça va peut-être être réglé. Mais pour l'instant, le frêne, même s'il a ses belles qualités, mais on n'est pas capable de le conserver. Est-ce que d'autres personnes ont des questions par rapport au sujet, par rapport à ce que l'on a fait? Vous pouvez soit l'écrire sur le chat. Euh, je vais permettre à tout le monde d'ouvrir le micro. Est-ce que c'est fait? Permettre aux participants de réactivité? Oui, oui. En principe, tout le monde devait être en mesure d'ouvrir son micro. Sinon, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez écrire soit sur questions-réponses. Alors, Lise Gobet, la Saint-Platonidae, c'est aussi considéré comme une plante envahissante. Oui, effectivement, Lise, sauf que c'est très, très encore vendu et utilisé en mode municipal, effectivement. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à ajouter?
Vous avez des listes oui, de plantes envahissantes Ouais, du je, coup, je oui. pourrais, euh, je pourrais te faire parvenir Mm, cette liste. Effectivement, il y a des plantes envahissantes. La Saplatanoides est un arbre qui a été extrêmement utilisé en mode municipal pour évidemment végétaliser les rues, dans des arbres de rue. Et il prend énormément d'espace de plus mm, en mm, plus mm, au mm, mm, mm. détriment des plantes indigènes ou endémiques. Euh, donc, autre question. On a eu excellente présentation, là. J'ai vu ça passer. Excellente présentation, Pierre-Luc. Marie-Christine, pouvons-nous avoir accès à cette présentation? Bien entendu, l'enregistrement va être sur le site de la Société québécoise de phytotechnologie. Alors, si vous êtes membre, vous allez avoir accès à la relecture. Bien entendu. Je pense aussi que tous les liens cliquables. Ceux qui ne connaissent pas Plantécité, je crois que c'est le bon moment d'aller visiter cette société. Il n'a pas assez d'une vie pour être capable de lire tout ce qui a été fait, écrit et produit par la Cité du végétal. Si vous avez la chance un jour d'y aller, ça vaut vraiment la peine. Donc, vous pouvez consulter ces excellents ouvrages, les ajuster et les adapter, c'est bien entendu, on n'a pas tout à fait les mêmes conditions, mais c'est Tout à une fait, base, ouais. Mm, c'est une mm. base de recherche vraiment, vraiment très intéressante. Alors, Lise Gobeil, merci, excellente présentation. À quand le jour d'un satellite de Plantécité au Québec? Lise, ça fait 2 fois qu'on va là-bas pour essayer de travailler sur le sujet. J'ai rencontré les gens de Plantécité. C'est dans la mire. On travaille un peu là-dessus. C'est énormément de travail. Il existe un Plantécité suisse. Oui, tout à Euh, fait, ouais. alors, En fait, oui, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'adhérents en Suisse, donc on a créé Plantécité Suisse. Donc on travaille avec des collègues à l'école de paysagiste, de paysagisme à Genève. Et on a aussi beaucoup d'adhérents en Belgique, Luxembourg. Alors au Québec, on en a qu'un, du coup, c'est le centre de formation horticole de Laval. c'est moi. Mais voilà. Et, C'est moi. C'est mais ça. bon, au plaisir du coup de pouvoir travailler Ouais, c'est avec ça. vous. Mais alors sur la question d'adaptation, on anime aussi un label Éco-Jardin, donc qui est là pour évaluer les pratiques écologiques qui sont mises en place par les collectivités et par les gestionnaires d'espaces verts. Et on a mené un travail effectivement avec la Belgique pour adapter ce label avec le contexte réglementaire belge. Donc ça peut nous arriver effectivement d'essayer de mener des travaux d'adaptation par rapport aux autres contextes voilà, d'autres États, d'autres pays en fait. Mm. Parce que le fond des documents que Plantécité fait, c'est international. C'est l'ajustement, l'adaptation par rapport aux conditions climatiques et au choix des végétaux. Dans les guides, quand on parle de sédum, il s'agit de choisir des sédums indigènes ici ou utiles ici, puis le résultat est quand même similaire ou le même. Euh, et oui, ça, un jour, c'est le travail, le temps. Hein? Si Robin, tu peux me vendre du temps, je l'achète. Camille, merci Robin. J'ai bien hâte de voir vos prochaines publications sur la gestion des nous, entre autres. Euh, donc ça, c'est pour quelle date prévue? Ça commence tout juste en fait. On a commencé à construire ce projet cette année. Et comme voilà, comme je vous disais, en fait, c'est beaucoup de retours d'expérience de collectivités qui ont du mal à gérer les nous. Alors c'est pas que ce soit très compliqué en fait, mais c'est que ça prend du temps, ça prend beaucoup trop de temps en fait pour par rapport à la surface. Mhm. Euh, et donc on va mener cette étude dans les années qui vont suivre. On va vraiment commencer à la construire l'année prochaine. Elle va donc démarrer plutôt en 2023. Et ça va être pour du coup ça remonte à ça va pousser à loin, mais ça va faire peut-être 2024-2025 en fait un guide. Mhm. Mais voilà, en tout cas, nous on va communiquer au fur et à mesure dès qu'on aura des résultats. Je pense qu'on va lancer des consultations ou des enquêtes sur ce sujet-là. Donc en tout cas au niveau de Planticité, on va communiquer assez régulièrement sur là-dessus. C'est l'enjeu, hein, c'est l'enjeu. Moi, je suis beaucoup plus terrain. Et la problématique, c'est pas de créer les nous ou les œuvres en phytotechnologie, mais c'est de les entretenir et de les Hum, faire hum, hum. perdurer dans le temps. Et le personnel actuel qui sont terrain n'ont pas les connaissances ou le savoir. Donc souvent,
l'entretien à long terme est négligé, fonctionne plus. Donc, le pourquoi de la noue ne fonctionne plus après Mm, mm, 4-5 mm. ans parce qu'on ne sait pas trop comment réajuster ça. Donc, ça, Et, c'est un enjeu mm. majeur. Et Et puis ça, l'opportunité derrière, c'est aussi de pouvoir créer des espaces pour l'accueil de la biodiversité, en fait. C'est Mhm, pas mhm, uniquement pour infiltrer les eaux pluviales, mais c'est aussi en mhm, profiter. Bah mhm. tiens, tant qu'à faire, autant créer un corridor écologique Et pour voilà. les pollinisateurs et puis pour les oiseaux et puis Oui. d'autres espèces. Donc c'est aussi prendre en compte ça dans la gestion, en fait. Effectivement. Bruno, merci. Robin, j'ai vu, Lise, que tu étais partante pour nous aider pour planter cité. Oui, j'ai pris ton nom en note. Hugo, merci, très intéressant. Équipe Eureka. Donc, à date, oui, merci, excellente présentation. Ah, ça, ça l'est fait, je l'ai dit. À date, tu n'as que des commentaires positifs, mon ami. Euh, Et voilà. Et voilà. Alors, je vous laisse encore quelques questions s'il y en a qui ont à ajuster ou à clarifier. Sinon, vous pouvez contacter Robin directement à partir de l'adresse courriel qui a été mise en ligne. Prenez-la en note immédiatement avant de fermer le webinaire. Merci beaucoup pour Michel Perron. Ouais, il y a J'ai une une question. question. Comment intégrez-vous l'adaptation au changement climatique dans la planification des aménagements en gestion de l'eau? Exemple, période de sécheresse plus longue, épisode de pluie plus intense. Eh bien, alors en fait bien sûr, en fait, il faut essayer sur les épisodes de pluie, c'est aussi essayer de prévoir en fait le type d'orage qu'on va pouvoir, enfin, qu'on risque de se prendre en fait avec le changement climatique. Mais c'est jamais très simple de quantifier. Donc, c'est toujours voilà de se dire, enfin d'essayer de prévoir pour pouvoir abattre une pluie plus importante que celle de l'orage. Et bien sûr, ça c'est jamais, ça fonctionne jamais très bien parce que c'est ce qui a été fait pour les tuyaux où en fait on dimensionnait par rapport à l'orage décennal. Et puis en fait l'orage décennal on le dépassait parce que voilà, c'est toujours difficile de prévoir. Mais en tout cas voilà les aménagements de gestion des eaux pluviales, vu qu'on fonctionne avec de la pleine terre, on essaie de favoriser le stockage et l'infiltration. En général, les épisodes de pluie plus intenses, on arrive à les gérer. Par contre, c'est sur les périodes de sécheresse plus longues. Bah, ce que je disais tout à l'heure, c'était euh, pouvoir utiliser des végétaux qui sont plus résistants à la sécheresse et donc bien connaître en fait le régime climatique euh, qui, euh, qui est en place en fait. Euh, mais pareil, en fait, c'est toujours difficile de prévoir à long terme quel type d'épisode de sécheresse on va, ce qu'on va subir en fait. Et donc ça, c'est des grosses questions qu'on se pose par chez nous, bah, enfin un peu partout en fait. Euh, mais pas que sur la gestion des eaux pluviales. En fait, c'est vraiment bah, qu'est-ce qu'on va planter comme arbre dans les villes pour pouvoir avoir des arbres dans 20 ou 30 ans qui vont supporter les nouvelles conditions climatiques, en fait. Donc il existe des listes de végétaux qui sont adaptés, qui sont voilà, adaptés au changement climatique. Après, voilà, il y a d'autres pistes d'études qui sont de plutôt travailler sur le végétal local. Alors vraiment local, ou dans le sens où on va récupérer des graines qui proviennent d'écosystèmes locaux Mhm, et qui sont voilà a priori plus résistantes à des contraintes climatiques. Et mhm, après, c'est aussi travailler sur la diversité génétique même des plantes. Voilà, enfin, les plantes qui sont comme nous en fait ne sont pas toutes semblables et même les plantes d'une même espèce. Et donc, on peut essayer de trouver peut-être des variétés voilà, en termes enfin voilà, au niveau de leur génome, qui sont plus résistantes que d'autres à ces sécheresses en fait. mhm. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes, mais c'est vrai que c'est pas une question simple et Non. ça fait beaucoup débat en tout cas par chez nous. Mais Donc voilà, il y a du travail. on a des problématiques parce qu'on a des périodes de sécheresse plus longues, des périodes de pluie diluvienne et Mm, mm, les réseaux d'égouts d'aqueduc, évidemment, sont complètement désuets. C'est une catastrophe. mm, mm. Donc, et tout est minéralisé. Donc, l'intégration des nous demande aussi un calcul d'ingénierie quand même assez considérable parce qu'on peut pas enlever les rues,
dans certains endroits. Est-ce qu'il y aurait possibilité, selon toi, d'avoir un plan B, exemple, une noue évolutive, où on a une noue, par exemple, qui serait plus en mesure de conserver une certaine condition, puis on voit que les conditions changent, donc on aurait à changer les végétaux, mais on ne changerait pas nécessairement la noue, puis garder le même pouvoir de l'étention des eaux de pluie. Est-ce que tu comprends un peu le sens de ma Si on est question? sur, après, si on est que sur des herbacées, c'est forcément plus simple que de changer des arbres, par exemple. Mhm. Donc, sur les nous, peut-être qu'effectivement, on a moins ce problème, parce qu'on peut aussi, alors on peut aussi travailler sur le végétal spontané, c'est-à-dire que Ouais. on peut choisir des végétaux qu'on peut planter, mais peut aussi laisser la nature en fait s'adapter par rapport à ces conditions, ces nouvelles conditions climatiques, en surveillant bien sûr qu'on n'ait pas après de plantes envahissantes qui Ouais. s'installent ou de plantes qui risquent d'endommager le fonctionnement. Qu'on ne sème pas des problèmes, c'est ça. Voilà, c'est ça, en surveillant quand même ce qui se passe. Mais voilà, il y a aussi plusieurs pistes là-dessus. Et voilà, comme je disais, les nous, on va pas forcément planter des arbres dedans. Donc au final, c'est un problème qui est au niveau de la temporalité qui est moins important que les plans de plantation urbains où là, c'est des centaines de milliers d'arbres qui sont en jeu, en fait. Mhm, mhm. D'ailleurs, ça répond un peu, Augustin. Très belle présentation. Merci à vous deux. Le mélange de semences indigènes peuvent aussi agir comme pour la gestion des eaux pluviales. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Les plantes qui sont d'ici peuvent nous aider, effectivement. Mais encore là, en prenant en considération de ne pas semer des problèmes, parce que les Mm, plantes mm. indigènes peuvent être un problème, tout dépendant comment on va le gérer. Merci encore une fois, Robin, pour ta présentation. Je vous en prie. Ce fut un plaisir de t'accueillir à la Société québécoise de phytotechnologie. Merci à vous tous d'avoir été présents. Je vous convie au prochain webinaire en 2022. Ah, on est rendu en 2022, en espérant que la COVID va partir un jour avec le beau temps. Bonne fin, bonne continuation, bonne réussite dans tes projets. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, étant Merci. donné qu'on est à la porte de la fin de cette année, début de l'autre année. Au plaisir de vous revoir. Bonne fin de journée à tous.